Bonjour à tous. Aujourd'hui, Bidibou vous présente sa première vidéo en abordant le sujet de la prématurité dans sa généralité. On repose les bases, les caractéristiques et quelques définitions. Commençons par quelques chiffres pour présenter la prématurité. Actuellement, dans le monde, on considère qu'il y a 15 millions de naissances par an. Ça représente 11% des naissances dans le monde. En France, 60 000 enfants naissent prématurément, soit 165 enfants par jour. Ça représente 8% des grossesses françaises. Depuis 15 ans, on a noté une augmentation de 22% de la prématurité. Mais cependant, une bonne nouvelle, c'est qu'on note aussi une amélioration de la survie à 25 semaines. Semaine d'aménorrhée, semaine de grossesse, mais comment on compte ? Effectivement, on vient de parler de 25 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire la date à partir des dernières règles. Les femmes enceintes, elles ont tendance à compter en mois de grossesse, c'est-à-dire à partir du moment où l'œuf a été fécondé. Les médecins comptent en semaines d'aménorrhée, ce qui rajoute 2 semaines aux semaines de grossesse. Une naissance prématurée est donc une naissance qui arrive avant 37 semaines d'aménorrhée, soit 8 mois de grossesse. On distingue 3 catégories de prématurité. La première, les 32-36 semaines, c'est-à-dire la prématurité moyenne. La seconde, 28 à 31 semaines d'aménorrhée, appelée la grande prématurité. Et la dernière, les 24-27 semaines d'aménorrhée, ou la très grande prématurité. La prématurité moyenne représente 85% des naissances, la grande prématurité 10% et la très grande prématurité seulement 5% des naissances. Et alors, à quoi ça ressemble du coup un bébé prématuré au niveau du poids, de la taille ? Alors pour commencer déjà, un bébé à terme, c'est un bébé qui naît donc à 41 semaines, qui pèse 3,4 kg en moyenne pour 50 cm. Voici les bébés prématurés. Le premier, 37 semaines d'aménorrhée, environ 2,8 kg pour 48 cm. À 32 semaines, il pèse 1,7 kg, mesure 42 cm. À 28 semaines, 1000 g, 36 cm. Et à 24 semaines, 600 g pour 32 cm. Tout ça bien sûr étant des normes générales. Un bébé de 28 semaines peut présenter un poids supérieur d'1 kg et à l'inverse, un bébé de 31 semaines peut avoir un retard de croissance et peser moins d'1 kg. Voyons voir maintenant les différents types de services qui accueillent les bébés prématurés. Le premier, de type 1, est la maternité, car elle peut accueillir les enfants à partir de 36 semaines lorsqu'ils sont en bonne santé, qu'ils font plus de 2 kg. Elles ont un pédiatre d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La maternité accueille la grande majorité des naissances. Vient ensuite le type 2A, la néonatologie. Il accueille les bébés à partir de 34 semaines. Ce sont des bébés qui pèsent au moins 1,6 kg et qui ont besoin d'une perfusion et plus ou moins d'oxygène. Il y a un pédiatre d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour ce genre de service. Entre la maternité type 1 et la néonate type 2A, on peut trouver des unités kangourous. Les unités kangourous accueillent les enfants également à partir de 34 semaines, mais pour un poids de 1,8 kg. Il s'agit d'enfants qu'on va laisser avec leur mère dans la même chambre, mais auxquels on va pouvoir prodiguer quand même quelques soins et surveillance un petit peu plus spécifiques. Le type 2B s'appelle les soins intensifs. Il accueille les enfants à partir de 32 semaines d'aménorrhée pour un poids de 1,2 kg. Ce sont des enfants qui ont des cathéters centraux et qui ont des besoins d'oxygène inférieurs à 40%. Un pédiatre est alors présent dans l'unité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le dernier type est le type 3, la réanimation néonatale. Elle va accueillir tous les enfants en dessous de 32 semaines et qui pèsent moins d'1,2 kg. Ce sont des enfants qui ont des pathologies graves ou qui présentent une très grande prématurité. Un pédiatre est donc présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Entre ces différentes unités, il y a bien sûr des liens,
puisque dès qu'un enfant a un état de santé qui s'améliore, il peut changer d'unité. Un enfant qui a moins besoin d'oxygène pourra passer en 2B, et quand il n'a plus du tout de perfusion centrale ou d'oxygène, on peut le retrouver en néonate. De même, des bébés nés un petit peu prématurément, mais qui finalement vont bien, peuvent finir leur séjour en maternité avec leur maman. Mais alors, quels sont les besoins d'un enfant né prématurément ? Eh bien, un enfant qui est né prématuré est en fait immature. Cela signifie déjà qu'il a des soucis de thermorégulation. Il n'arrive pas à se réchauffer tout seul. Et il est très sensible aussi à tous les risques infectieux. À partir de 34 semaines, on peut dire que l'essentiel des besoins de l'enfant se situe autour de l'alimentation. Il doit apprendre à s'alimenter et à gérer sa thermorégulation afin d'être habillé et passé en lit. Avant 34 semaines, de par son immaturité cérébrale, un enfant ne peut pas s'alimenter tout seul. Il a donc besoin d'une perfusion, mais également des fois d'une assistance ventilatoire pour respirer correctement. Avant 28 semaines, l'immaturité neurologique est d'autant plus importante. Cela se traduit au niveau de la respiration avec besoin d'assistance ventilatoire, au niveau du cœur qui a tendance à faire des ralentissements, et l'enfant a besoin d'une perfusion centrale pour s'alimenter. On a besoin également de lui apporter des médicaments pour l'aider à surmonter certaines infections ou certaines pathologies. D'autres immaturités se rajoutent, comme l'immaturité au niveau de la régulation du taux de sucre, mais également une immaturité digestive ou alors une immaturité rénale. Bien évidemment, l'enfant a besoin de ses parents pour le pot à pot, la mise au sein, mais également les soins de nursing. La présence de maman comme de papa est primordiale, mais également de la famille lorsque c'est possible et de la fratrie. Il faut également être vigilant à l'environnement dans lequel évolue le bébé prématuré. Conserver une certaine obscurité en dehors des soins, être vigilant sur le niveau sonore qui règne dans la chambre, mais également à toutes les odeurs que l'on peut faire rentrer dans les couveuses, faire attention à la façon dont on le manipule et surtout respecter son rythme de sommeil. Mais le besoin primordial d'un bébé prématuré, c'est la présence et l'amour de ses parents. Mais alors, quand est-ce qu'on sort de la néonate ? Eh bien, la sortie de la néonate, elle est décidée avec l'accord du pédiatre, souvent à partir de 36 semaines et quand le bébé a atteint 2 kg. On peut alors rentrer à la maison et retrouver la famille. Mais une fois qu'on est retourné à la maison, on continue à faire un suivi. Tout d'abord avec la PMI, qui permet d'aller faire les vaccins, mais également une pesée régulière, et rencontrer une puéricultrice pour des consultations d'information et de soutien. Ensuite, on a un suivi à l'hôpital également, où on va pouvoir faire des injections pour éviter les maladies respiratoires, mais également avoir un suivi avec un pédiatre référent de la prématurité pour vérifier le développement neurologique, respiratoire ou cardiaque. C'est l'occasion également de refaire certains examens de contrôle et parfois, on peut être hospitalisé. Enfin, on est suivi par le réseau. Chaque département possède le sien. Le réseau permet d'avoir différents professionnels de santé, comme des orthophonistes, des psychomotriciens, des kinés, des psychologues, pour nous accompagner dans le développement de l'enfant. Certains services proposent un retour à la maison plus précoce grâce à l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Et cette fois-ci, c'est l'infirmière qui vient à la maison pour s'occuper de bébé et vérifier que tout va bien. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors pour savoir un petit peu ce qui se passe après, on a une étude qui a eu lieu qui s'appelle l'étude EpiPage, étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels. C'est la deuxième que l'on fait. Elle a eu lieu entre 2001 et 2017 dans 25 régions et a suivi 7000 enfants. Elle nous permet d'avoir des chiffres un peu précis. Tout d'abord, sur la mortalité.
La mortalité dépend bien sûr de l'âge gestationnel, et on se rend compte que plus l'enfant est né précocement, plus la mortalité est importante. La survie, de l'autre façon, augmente en fonction de l'âge gestationnel également. Nous avons 99% d'enfants qui survivent lorsqu'ils sont nés à 32-34 semaines, 94% lorsque c'est entre 27 et 31 semaines, 60% de survie pour les enfants nés à 25 semaines, et ça tombe à moins d'1% pour ceux qui sont nés à 24 semaines, ce qui explique entre autres la décision française de ne pas réanimer avant ce terme-là. Ce que l'on peut noter par rapport à Épipage 1 qui a eu lieu en 97, c'est qu'il y a une nette amélioration pour les bébés nés à 25 semaines au niveau de la survie. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la survie sans séquelles et sans pathologie. 97% des enfants nés entre 32 et 34 semaines n'auront pas de problème. 80% pour ceux qui sont nés entre 27 et 31, on tombe à 30% pour ceux qui sont nés à 25 semaines et à 12% pour ceux qui sont nés à 24 semaines. Ça nous montre bien la grande différence qu'il y a entre les bébés nés avant et ceux après 28 semaines d'aménorrhée. Pour rappel, 85% des enfants sont nés entre 32 et 36 semaines, 10% entre 28 et 31 et seulement 5% des enfants naissent avant 28 semaines. Et bien sûr, tous ces chiffres ne sont que des statistiques et ça ne donne absolument pas une idée de ce qui va se passer pour votre bébé à vous. Penchons-nous un peu sur les causes de la prématurité. Elles sont de deux ordres. Tout d'abord, la prématurité spontanée. C'est celle qui est liée à une rupture des membranes et à une mise en travail spontanée avec des contractions que l'on ne peut arrêter. La seconde cause, elle est induite, c'est-à-dire qu'elle est provoquée par les médecins. Elle représente 45% des accouchements avant 33 semaines. Alors pourquoi faire naître prématurément un enfant ? Il y a deux raisons à cela. La première, ça va être pour sauver l'enfant. C'est-à-dire qu'on considère que le bébé va mieux se développer au dehors du ventre de sa mère qu'à l'intérieur. Il s'agit des enfants qui présentent un retard de croissance intra-utérin, RCIU. La deuxième raison, ça va être pour sauver la mère. Alors, sauver la mère, ça veut dire qu'en fait, on considère qu'elle prend des risques à poursuivre la grossesse. Alors, quels sont les cas où la grossesse devient dangereuse pour la maman ? Et bien dans les cas d'hypertension artérielle, avec parfois des prééclampsies ou des éclampsies, ce qui conduit des fois la maman en service de réanimation. Il peut y avoir aussi des malformations utérines ou alors des infections qui vont rendre un petit peu périlleuse la suite de la grossesse. Et enfin, des facteurs tels qu'un diabète peuvent provoquer la naissance prématurément pour éviter que l'état de la maman s'aggrave. Mais alors, est-ce que l'on peut prévoir la prématurité ? Eh bien souvent non, mais parfois, on a des signes avant-coureurs. Ces signes avant-coureurs, on appelle ça une menace d'accouchement prématuré, une MAP. Alors elle se présente sur des signes comme des contractions importantes, vraiment douloureuses et très rapprochées, une ouverture du col, une sensation de pesanteur du bébé qui appuie sur le col, des saignements vaginaux, ou alors de la fièvre, parce qu'une fièvre importante et prolongée peut être un signe d'infection. Et enfin, comme on l'a vu précédemment, une hypertension artérielle que l'on n'arrive pas à rétablir à la normale. Suite à ces signes-là, on recommande à la maman de rester le maximum possible alitée. Et parfois, ce sont des mamans qui sont hospitalisées lorsqu'on a besoin de leur administrer des traitements soit pour diminuer les contractions, soit pour faire baisser la tension. Mais alors, quels sont les facteurs de risque pour une naissance prématurée ? Tout d'abord, les malformations utérines. Comme on a vu avant, le fait qu'il y ait une petite malformation utérine peut provoquer une mauvaise position du placenta, une mauvaise accroche de l'œuf et puis de l'embryon. Et donc ensuite, un risque d'accouchement prématuré. Le tabac, l'alcool, la consommation de drogue est un facteur favorisant bien sûr. Le stress, un travail difficile, dans des positions fatigantes, inconfortables, des trajets un petit peu longs, l'aller, le retour.
Les conditions socio-économiques rentrent en compte, bien évidemment. Lorsqu'on est dans des conditions défavorisées, on augmente le risque de naissance prématurée. L'âge de la mère, très jeune, inférieur à 18 ans, ou alors plus tardif, supérieur à 40 ans, fait partie des facteurs de risque. Les grossesses multiples, bien sûr, ce sont des grossesses qui sont plus à surveiller, gémellaires, triples. Il y a un petit peu plus de risque d'accoucher prématurément, alors pas forcément très prématurément, mais effectivement, vu qu'il y a plusieurs bébés, on atteint moins facilement les 41 semaines. Des antécédents de prématurité sont un facteur de risque pour une grossesse suivante prématurée, mais qui veut dire première grossesse prématurée n'implique pas non plus évidemment les suivantes dans les mêmes conditions. Et enfin, l'aide médicale à procréation est un facteur de risque. Alors, parce que souvent, en fait, quand on a recours à une aide médicale à la procréation, c'est que des fois, on a des difficultés à tomber enceinte soi-même ou alors à réussir à maintenir cette grossesse. Donc, du coup, en fait, c'est simplement que c'est une grossesse dans un cadre qui déjà était un petit peu compliqué. Donc, ce sont des grossesses sous haute surveillance et qui, des fois, vont donner lieu à une naissance prématurée. La prématurité est donc une sacrée aventure et un long combat pour toutes ces familles. Mais on note quand même une sacrée évolution depuis les 30 dernières années. Et cette évolution, elle est due, entre autres, grâce à des réflexions mises en place par les professionnels de santé autour du monde de la périnatalité. Entre autres, la Société française de néonatologie a fondé le GREEN, le groupe de réflexion et d'évaluation sur l'environnement du nouveau-né, qui a permis de se poser d'autres questions sur sa façon de faire les soins, d'accueillir l'enfant, mais également sa famille. Toutes ces réflexions amènent à des recommandations très régulières sur le site de la SFN. Cette modification et cette amélioration de la prise en charge de l'enfant prématuré et de son environnement familial a sûrement contribué à la diminution des séquelles et à l'augmentation de survie sur des termes très précoces. Ces recommandations sont aussi une réflexion au niveau européen mais également international et ont permis de mettre en avant une autre manière de s'occuper des enfants prématurés. C'est ce qu'on appelle entre autres les soins de développement. Ce qui a changé aussi depuis 30 ans, c'est l'ouverture des services aux parents et la place que l'on laisse aux fratries, aux familles et aux parents auprès de l'enfant prématuré. En parallèle, la création de nombreuses associations pour défendre les prématurés et leurs familles a permis de faire évoluer beaucoup les choses et d'ouvrir un peu plus les services. Entre autres, nous reviendrons prochainement sur l'association SOS Préma qui me tient particulièrement à cœur. Si vous souhaitez un petit peu plus détailler certains points et avoir d'autres précisions pour répondre à vos questions sur la prématurité, je vous laisse aller découvrir la vidéo de questions-réponses que nous avons proposée la semaine dernière en partenariat avec Gaspard et Alice, qui répondaient plus en détail sur certains points de la prématurité. Pour un petit peu plus de facilité, dans les commentaires de cette vidéo, vous retrouverez le timing des différentes questions vous permettant d'aller vous référer à celles qui vous intéressent. Et n'oubliez pas, chaque enfant est unique. Chaque histoire est indépendante et on ne peut pas vous mettre dans des cases. Tous les chiffres dont je viens vous parler sont des statistiques pour vous donner un repère, mais ne décrivent pas votre réalité personnelle. Et même si ça prend un peu de temps, petit bébé prématuré deviendra grand avec l'amour de ses parents. À bientôt!